Il dit, vous, la Burkinabé, depuis longtemps, vous parlez, vous ne comprenez pas. On vous parle, vous ne comprenez pas. On vous dit que ce monsieur-là, il travaille avec les terreaux. C'est un gars qui travaille, c'est un espion de Draman envoyé au Burkina Faso. Suivez les informations en Afrique et partout dans le monde en temps réel sur la chaîne Tony. Et avant toute chose, likez, abonnez et surtout activez la cloche de notification pour ne rien louper. Aujourd'hui, je vais vous partager une nouvelle vidéo. Il dit, vous, la Burkinabé, depuis longtemps, vous parlez, vous ne comprenez pas. On vous parle, vous ne comprenez pas. On vous dit que ce monsieur-là, il travaille avec les terreaux. C'est un gars qui travaille, c'est un espion de Draman envoyé au Burkina Faso. On vous le dit, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Écoutez celui-là d'abord, écoutez celui-là. Voilà. Désormais, c'est le colonel des terreaux. Voilà. Celui-là même qui soutient les terreaux du Burkina Faso. Désormais, là, les terreaux là. Et allez-y à Ouaga. C'est ce qu'on vous souhaite. Les Burkinabés, ils ont souhaité que la Côte d'Ivoire brûle le 25 octobre. Et Dieu merci, tout s'est bien passé en Côte d'Ivoire ici. Et nous, en retour, ce que nous on peut souhaiter, c'est que les terreaux, voilà, vous voyez comment ils sont habillés. Ils sont habillés en terreau, et puis ils sont en brousse. Voilà, donc nous, on vous soutient. On vous soutient. Khalil, Khalil vous soutient. Le colonel Khalil vous soutient. Allez-y à Ouaga. Allez-y prendre Ibrahim Traoré. Allez-y, vous allez organiser les élections. Vive les terreaux du Burkina Faso. Quand il souhaite le malheur à quelqu'un, que ça n'a pas marché là. Voilà, vous voyez celui-là, non? Celui qui vient de parler, il s'appelle Khalil. Il s'appelle Antoine Khalil. C'est un gars du RDR. Et celui-là, il soutient les terreaux à 1000%. C'est-à-dire, quand le sang d'un Burkinabé verse là, lui, il boit champagne, il est content. Mais celui-là, il vient affirmer que lui, il cause Dimitri. Et il cause. Il est au Burkina, Dimitri il est au Burkina. Et puis il cause, il fait l'apologie de Ado au Burkina. Il dit Ado est fort, il fait l'apologie de Ado au Burkina. Il est vous l'avez pu faire l'apologie. Mais ce Khalil là, écoutez ce qu'il dit ici encore. Écoutons. La question que j'ai posée, quand on posait la question que j'ai posée à Dimitri, je lui ai dit, mais attends, mais pourquoi tu as quitté la Côte d'Ivoire? Il dit non, lui il se sentait menacé, c'est pourquoi il a quitté la Côte d'Ivoire. Il dit, mais toi tu es resté ici, tu as fait tout, comment on appelle ça? Tu as fait, la campagne s'est passée devant toi ici. Khalil, attends d'abord, tu as continué. Excuse-moi, tu as continué. Donc tu comprends bien là. Toi, en tant que supporter numéro 1 des terreaux. Voilà, vous savez où il cause? Je ne sais pas si vous savez, il cause TikTok. Il y a des gammes de terreaux. Vous allez savoir les messages TikTok. Voilà, il cause un Makoso. Quand Sondal Babo hier vous disait que ce gars-là, c'est un espion, ne jouez pas avec. Si vous savez où il est là, soit vous le remettez aux autorités, ou soit vous l'expulsez. Vous l'expulsez du Burkina Faso. On n'a pas fait ce combat et puis il y a une traite que nous on connaît qui est au sein, qui est vous là-bas. Et puis il est là-bas et puis il n'y a rien. On vous le dit ouvertement. À vous l'attendez, tant pis. Quand vous voyez aujourd'hui la Côte d'Ivoire, je ne dis pas que la Côte d'Ivoire, ça ne va pas arriver tout de suite. Mais la disparition d'Henri Konan Bédié, chef de l'opposition par rapport à Ouattara au pouvoir, aujourd'hui, qui est en face de Ouattara? Gbagbo, Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, enfermé à la demande des Français pendant 10 ans à la Cour pénale internationale à La Haye, et au bout de 10 ans, relâché faute de preuves, avec un non-lieu. Imaginez qu'il revienne au pouvoir. Il va quand même pas tendre la main aux Français après 10 ans en prison à cause de nous. Quand je vous dis ça, vous allez me dire, oui, mais il y a eu toutes les affaires entre les gens du Nord, dont Ouattara, en Côte d'Ivoire, et puis les gens du Sud, Gbagbo. Mais moi, je vous dis, attention, l'histoire, c'est quand même dans la durée qu'il faut la regarder. On peut inverser l'histoire pendant une période courte, jamais pendant une période très longue. Où l'ancien colonisateur ne peut pas imposer de manière permanente sa vision des choses, parce que le monde est devenu différent. Il y a une chose qui m'a beaucoup intéressé aussi récemment. Nous avons forcé Macky Sall au Sénégal, le président du Sénégal, à ne pas se représenter en disant c'est inacceptable. On a dit par contre à Ouattara, il ne voulait pas se représenter, puis il s'est représenté, on a fermé les yeux. On voit bien qu'en plus, notre politique, même la nôtre, alors qu'on dit que c'est pas bien d'être élu plus de 2 fois, parce qu'en France, on a décidé qu'en France, c'était pas bien d'être élu plus de 2 fois. Parenthèse, président de la République, ça dit que c'était une bêtise. J'ai lu ça il y a quelques jours. Bon, alors, si c'est une bêtise en France, pourquoi veut-on l'imposer aux Africains en disant ça suffit, vous avez été élu 2 fois, c'est inacceptable. C'est là où on voit que ça va pas, notre système.
De quel droit va-t-on vouloir imposer dans des pays éloignés du nôtre un système qui est, même en France, discuté? Il y a quand même des questions à se poser. Et au nom du droit, on va pouvoir intervenir pour ça, parce qu'on avait le droit d'ingérence inventé par certains de nos politiques qui, dans ces cas-là, vous disent « Ah mais vous n'appliquez pas nos règles démocratiques, donc on va intervenir chez vous. » Oh, de quel droit? De quel droit leur morale est moins bonne que la nôtre, leurs lois sont moins bonnes que la nôtre? Et c'est d'une prétention coloniale épouvantable. Alors, donc là, je pense qu'il y a aussi un problème en Afrique aujourd'hui, c'est que après l'indépendance et la décolonisation, dans la partie européenne, occidentale ou française, si vous voulez, de l'Afrique, le système de fonctionnement des pays doit changer parce que notre système doit passer à autre chose. Un des problèmes que nous avons, c'est que nous avons toujours voulu continuer à imposer nos systèmes comme le seul bon, alors qu'à l'évidence, dans ces pays-là, ça ne fonctionne pas. C'est très important, cette partie-là, on va voir après d'autres raisons, mais il faut bien comprendre tout ça pour voir pourquoi ça bouge et comment. L'histoire, c'est dans la durée qu'il faut la regarder. On peut inverser une histoire pendant une durée courte, mais on ne peut jamais l'inverser pendant une durée longue. À tout à l'heure pour un live à 13h, heure de Paris. Le 14, surtout, n'oubliez pas, on se retrouve tous devant Amnesty International. C'est de ça qu'il s'agit. Et n'oubliez pas aussi, le litchi est toujours là. C'est toujours ouvert. Voilà, vous allez sur mon Facebook, vous cliquez un peu en bas, vous allez jusqu'en bas, vous allez voir le litchi. Allez envoyer vos dons pour les femmes des prisonniers politiques, pour les femmes prisonnières politiques. C'est ça que vous avez plaisir dans tout le groupe. On est ensemble, famille. La récente polémique née autour d'un discours accusateur attribué au fils de Candide Azanaï et la réaction supposée du président Patrice Talon ont ravivé les tensions politiques déjà vives au Bénin. Cet épisode, qui suscite interrogations et débats au sein de l'opinion publique, s'inscrit dans un contexte politique marqué par une opposition persistante, des divergences idéologiques profondes et une atmosphère de méfiance entre différents acteurs de la scène nationale. Depuis plusieurs années, la vie politique béninoise traverse une phase de transformation majeure. Les réformes engagées par le pouvoir en place ont profondément modifié l'organisation du paysage politique, suscitant à la fois soutien et critique. Dans ce contexte, les prises de parole publiques, les accusations et les déclarations politiques prennent une importance particulière, car elles reflètent les tensions sous-jacentes qui structurent les rapports entre les différentes forces en présence. Le discours attribué au fils de Candide Azanaï aurait, selon certaines sources, comporté des accusations graves à l'encontre du pouvoir en place, dénonçant des pratiques jugées contraires aux principes démocratiques et mettant en cause la gestion des affaires publiques. Bien que les détails exacts de cette intervention restent flous et parfois contradictoires selon les versions relayées, son impact médiatique a été immédiat. Les réseaux sociaux, en particulier, ont amplifié la diffusion de ces propos, contribuant à alimenter un climat de controverse et de spéculation. La réaction attribuée au chef de l'État, décrite par certains observateurs comme empreinte de fermeté et d'irritation, témoignerait de la sensibilité des autorités face aux accusations publiques visant les institutions. Toutefois, aucune déclaration officielle détaillée n'a permis de confirmer avec précision l'ampleur ou la nature exacte de cette réaction. Cette absence de clarification officielle a laissé place à diverses interprétations, alimentant davantage les débats au sein de l'opinion. Pour comprendre la portée de cette affaire, il convient de replacer les événements dans le cadre des relations complexes entre Patrice Talon et Candide Azanaï. Autrefois alliés politiques, les deux hommes ont progressivement pris des trajectoires divergentes. Candide Azanaï, ancien proche du pouvoir, s'est imposé au fil du temps comme une figure critique du gouvernement, dénonçant certaines orientations politiques et exprimant des réserves quant à la direction prise par le pays. Cette rupture politique s'est accompagnée d'une intensification du discours critique, marquée par des accusations récurrentes portant sur la gouvernance, la transparence et le respect des principes démocratiques. Dans ce contexte, toute intervention liée à l'entourage d'Azanaï revêt une dimension symbolique forte, car elle est perçue comme le prolongement d'une confrontation politique plus large. L'implication présumée du fils de Candide Azanaï dans cette controverse introduit également une dimension générationnelle dans le débat politique. L'émergence de nouvelles voix, souvent plus directes et plus critiques, reflète l'évolution du paysage politique béninois, où les jeunes acteurs
cherche à s'imposer dans le débat public et à influencer les orientations futures du pays. Cette situation soulève des questions importantes sur la liberté d'expression et les limites du discours politique dans un contexte démocratique. Le droit de critiquer les autorités constitue un principe fondamental des sociétés démocratiques, mais il s'accompagne également de responsabilités, notamment en matière de véracité des informations et de respect des institutions. L'équilibre entre ces deux impératifs demeure un enjeu central dans de nombreuses démocraties contemporaines. Au-delà des considérations politiques, cette affaire met également en lumière le rôle déterminant des médias et des réseaux sociaux dans la formation de l'opinion publique. La rapidité de diffusion de l'information, combinée à l'absence fréquente de vérification rigoureuse, favorise la propagation de rumeurs et de récits parfois contradictoires. Dans ce contexte, la frontière entre information et spéculation devient parfois difficile à établir. Les observateurs soulignent que l'intensification des controverses publiques peut contribuer à polariser davantage la société. Lorsque les discours politiques deviennent particulièrement virulents, ils peuvent accentuer les divisions et fragiliser le dialogue entre les différentes composantes de la société. Cette dynamique constitue un défi majeur pour la stabilité politique et sociale. La situation actuelle illustre également la complexité des relations entre pouvoir et opposition dans les systèmes politiques contemporains. Les tensions entre les autorités et leurs détracteurs ne sont pas propres au Bénin, mais elles prennent une dimension particulière dans un contexte où les réformes politiques et institutionnelles suscitent des débats profonds sur l'avenir du pays. Certains analystes estiment que ces controverses reflètent une transformation plus large des modes d'engagement politique. Les nouvelles générations, souvent plus connectées et plus engagées dans les débats publics, utilisent les plateformes numériques pour exprimer leurs opinions et contester les discours officiels. Cette évolution modifie les rapports de force traditionnels et redéfinit les formes de participation politique. L'affaire soulève également la question de la responsabilité des personnalités publiques et de leur entourage dans la diffusion des messages politiques. Dans un environnement médiatique fortement médiatisé, les propos tenus par des figures proches de personnalités politiques peuvent avoir des répercussions importantes, même en l'absence de position officielle. La réaction du public à cette controverse révèle une société attentive aux enjeux politiques et soucieuse de la transparence des institutions. Les débats suscités par cette affaire témoignent de l'intérêt croissant des citoyens pour la gouvernance et la gestion des affaires publiques. Cette vigilance constitue un élément essentiel du fonctionnement démocratique. Cependant, l'absence d'informations vérifiées sur certains aspects de l'affaire souligne également la nécessité de renforcer les mécanismes de communication institutionnelle. Une communication claire et transparente de la part des autorités peut contribuer à réduire les incertitudes et à prévenir la propagation de rumeurs. La relation entre politique et communication constitue aujourd'hui un élément central de la gouvernance. Les dirigeants doivent non seulement prendre des décisions politiques, mais également gérer leur image publique et répondre aux attentes d'une opinion de plus en plus informée et exigeante. Cette dimension médiatique de l'action politique influence profondément la perception du pouvoir. La controverse autour de ce discours intervient également dans un contexte régional marqué par des transformations politiques importantes en Afrique de l'Ouest. Les évolutions politiques dans plusieurs pays de la région ont contribué à renforcer l'attention portée aux questions de gouvernance, de démocratie et de stabilité institutionnelle. Dans ce contexte, chaque événement politique national peut avoir des répercussions au-delà des frontières, influençant la perception internationale du pays et son positionnement sur la scène régionale. L'image du Bénin en tant que démocratie stable constitue un enjeu important pour ses relations diplomatiques et économiques. L'histoire politique récente du Bénin montre une tradition de pluralisme et de débat démocratique. Toutefois, les transformations institutionnelles et les tensions politiques ont parfois suscité des inquiétudes quant à l'évolution de ce modèle. Les controverses publiques, telles que celles évoquées, reflètent ces interrogations sur l'avenir du système politique. Certains observateurs considèrent que les tensions actuelles peuvent également être interprétées comme le signe d'une démocratie en mutation, confrontée aux défis de la modernisation et de la participation citoyenne accrue. Les débats, même conflictuels, peuvent contribuer à renforcer les mécanismes démocratiques s'ils s'inscrivent dans un cadre institutionnel stable. L'affaire met également en lumière la dimension humaine du pouvoir politique.
Quoi qu'il en soit, il constitue déjà un révélateur des dynamiques politiques actuelles et des défis auxquels sont confrontées les démocraties modernes dans un environnement en constante mutation. Donc, je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. C'était votre gars Tony. Et surtout, essayez de liker et d'abonner-vous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nouvelles vidéos à venir. On est ensemble. Ciao.